83 ans, il est candidat pour un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Une annonce faite le 29 juillet dernier qui évidemment enflamme un peu plus les discussions, les débats autour de la présidentielle d'octobre prochain où les principaux autres leaders, les poids lourds de la politique ivoirienne, comme l'ancien président Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, le président du PDCI-RDA, le parti historique de Félix Houphouët-Boigny, l'ancien premier ministre et président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, l'ancien ministre et chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé sont pour l'instant exclus des listes électorales, donc interdits d'être candidats. Le 9 août, ils étaient des dizaines de milliers dans les rues d'Abidjan pour protester contre ce 4e mandat du président Alassane Dramane Ouattara, mais également pour demander que les autres leaders de l'opposition puissent eux aussi se présenter à cette présidentielle. Une manifestation largement suivie dans les rues d'Abidjan qui illustre le climat d'inquiétude et de tension qui prévaut autour de cette échéance d'octobre prochain. Comment expliquer la décision du président de la République de se présenter à nouveau après 3 mandats ? Lui qui, il y a un peu plus de 5 ans, suppliait les Ivoiriens de le laisser aller se reposer en famille. Pourquoi fait-il ce choix à son âge de prolonger ce qu'il présentait alors comme son supplice ? Quelles sont ses chances d'être reconduit par les Ivoiriens ? Et puis pourquoi cette impressionnante marche contre cette 4e législature dans les rues d'Abidjan ? Est-il dans la légalité en briguant ce nouveau mandat ? Peut-on, dans le même temps, espérer que les autres poids lourds de l'opposition ivoirienne vont être réintégrés dans la liste électorale pour une compétition plus ouverte et plus juste? Quel est le poids de l'opposition face à cette réalité? Peut-elle challenger Ado? Avec cette fois-ci un focus sur la candidature annoncée du président Alassane Dramane Ouattara pour un 4e mandat, mais également les exclusions des principaux candidats de l'opposition et la marche du 9 août dernier. Sans grand suspense sur le contenu, le grand public attendait depuis quelques mois cette annonce du président Alassane Dramane Ouattara. Mes chers compatriotes, conformément à la Constitution de la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre 2025. Les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la Constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. Alors, c'était le 29 juillet dernier. On a vu sur les réseaux sociaux les manifestations de joie d'un certain nombre de membres du gouvernement. Ça n'a échappé à personne. Alors, quand on écoute le président Alassane Ouattara parler, il donne les raisons pour lesquelles il doit se présenter. Il a décidé de se présenter. Tout le monde se pose la question de savoir s'il n'y a pas au sein du RHDP quelqu'un qui puisse prendre la main. Le président Alassane Dramane Ouattara avait dit « J'ai envie de passer le flambeau à une nouvelle classe politique, à des jeunes ». Est-ce qu'on n'est pas en train de souffrir du syndrome de l'homme providentiel avec le président Ouattara? Mais est-ce que vous ne vous posez pas la question de savoir si au FPI, il n'y a personne d'autre que M. Gbagbo à vouloir se présenter à la présidence? Pour l'instant, il n'est pas candidat. On posera la question au moment venu. Il n'est pas candidat parce qu'il ne peut pas être candidat. Oui, mais pour l'instant, le seul qui soit candidat, c'est dans votre camp. Mais et on pose la question maintenant, ça viendra en son temps. Si M. Gbagbo s'il lui était possible d'être candidat aujourd'hui, il serait candidat. C'est possible. Mais là, on est encore dans le domaine du si. Du conditionnel. Bon, mais là, on a un candidat, Madame Touré, de 83 ans, demandait à se reposer, qui voulait passer la main, comme il a dit dans son discours, à une nouvelle classe d'hommes politiques. Est-ce que ce n'est pas un peu vu comme s'il n'y avait personne d'autre que lui? Et ça, ce n'est pas le syndrome de l'homme providentiel? Mais absolument pas. Il ne vous est pas passé inaperçu que M. Patrick Hachi, dernièrement, a fait lever sa nationalité française. Mais vous ne pensez pas que c'est peut-être le signe qu'il se prépare pour 2030? Monsieur Hachi est un cadre important du RHDP. Monsieur Patrick Hachi
à la double nationalité. Il est français de par sa mère. Et maintenant, il a fait lever sa nationalité française, ce qu'on a demandé en vain à M. Thiam jusqu'à peu de temps. Mais alors, peut-être que M. Hachi, Patrick, se prépare pour 2030. Est-ce que ce ne serait pas le signe, justement, de cette transmission générationnelle? Patrick Hachi symboliserait la jeunesse? Et pourquoi pas? Et là, je me tourne vers M. Bredouni. Le président a évoqué, on va parler des arguments qu'il a avancés. Il a dit, on a de vrais problèmes sécuritaires, ce qui est vrai dans la sous-région. Qu'il pense qu'il est mieux expérimenté pour pouvoir résoudre cette question-là. Est-ce que ça n'est pas vrai? Mais aux États-Unis, quand il y a eu le bombardement des Tourtines, là, après le mandat du président est terminé, il y a toujours des menaces. C'est Obama qui est venu éliminer comment on appelle Ben Laden. L'autre aurait pu dire que comme Ben Laden est vivant, moi je continue, j'écris. Donc c'est pas, les problèmes vont toujours exister. Je constate que c'est vrai que si c'est Patrick Hachi, il a une qualité. Et heureusement que ce soit quelqu'un qui a été formé par le PDCI-RDA. Donc moi je constate que après tous ces dizaines-là, c'est les gens du PDCI-RDA qui approchent. Le Premier ministre de la sortie du PDCI-RDA, le président du conseil économique de la sortie du PDCI-RDA. Et donc je comprends le président qui n'est pas dans son écurie RDA initiale, quelqu'un pour le remplacer. Bienvenue à M. Patrick Hachi. Les questions sécuritaires vont toujours exister dans le monde entier. Et si un président pense qu'il doit finir tout avant de partir, il n'y aura jamais de président qui va céder. Exactement. En ce moment-là, il ne faudrait pas des règles. Il faudrait dire que le président de la République est élu à tout moment, sans limitation de mandat. S'il n'y a pas de limitation de mandat, moi je ne serais pas plein. Voilà. Moi je parle toujours à des chiffres. On parle du bilan économique. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons une dette de près de 35 000 milliards de francs CFA. Après avoir mobilisé 115 000 milliards sur 15 ans. Notre dette, le service de la dette absorbe 81,6% de nos ressources. C'est ça, ça veut dire qu'on n'a même plus de possibilité. C'est comme une prise, j'appelle soupape. Nous avons un taux de chômage, un taux de pauvreté qui est, on a 4 Ivoiriens sur 10 qui sont pauvres. Au point que le gouvernement a créé ce qu'on appelle les popotes. Au moins les popotes n'ont pas suffi. Aujourd'hui, on vient d'augmenter encore 70 000 ménages qui viennent d'arriver. Le pays aujourd'hui est classé par le GAFI, le pays le plus corrompu, et avec l'Union européenne sur la liste noire, le pays où il y a le blanchiment d'argent. Nous sommes 3e en Afrique où on a le suicide. Nous sommes parmi les pays où l'immigration est le plus développée. Ça, c'est le bilan. Et c'est ce que j'attendais du président Ouattara. Mais on peut vous répondre aussi qu'on ne prête qu'aux riches, on ne prête que parce qu'il y a un climat qui permet d'espérer que ça va marcher. D'espérer que ça va marcher. D'espérer que ça va marcher. Attendez. D'espérer que ça va marcher. Quand on pense qu'on a accusé le pouvoir précédent d'avoir fait 6 000 milliards de dettes et que c'était insupportable, incroyable, avec un PIB, avec un pourcentage, la dette PIB de 56%, alors qu'on tend vers 62%. Voilà. Donc, quand on a les recettes fiscales qui reprennent près de 62% de notre recette, mais ça dit qu'on a asphyxié. Quand on a 10% seulement des entreprises, moins de 10% des entreprises qui sont locales, ça dit que le PIB dont on parle, c'est de la richesse qui est créée, mais qui est exportée. Voilà, les Ivoiriens n'en profitent pas. Je vous dis ceci avant de conclure. Je vous dis que l'autorité de bonne gouvernance a dit que la corruption nous fait perdre 1400 milliards par an. Si on multiplie par 15 ans, c'est le 2 tiers de notre dette. Écoutez ceci. 119 ans à la fin de l'année, je suis en pleine forme, mais j'estime qu'au-delà d'un certain âge, et je pense 75-80, c'est quand même la limite. À 80 ans, on n'a pas la même énergie qu'à 70 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 60 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 50 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 40 ans. Alors pourquoi voulez-vous qu'on reste aux affaires et qu'on cherche à être président au-delà d'un certain âge? Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Donc je suis sûr que maintenant vous me comprenez. En tout cas, si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Oui, le capitaine Kader est là. Avant lui, c'était
colonel-major Yarasuba. Mais tous les soirs, moi, on m'amène 2 valises de documents. Oui, des notes, des signatures. Quand j'ai fini de dîner, je travaille jusqu'à 23 heures. Je me réveille à 4h30 du matin. Je travaille jusqu'à 7h. Et à 10h, je suis au bureau. Mais ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même, à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je suis sûr que vous me comprenez. Laissez-moi partir. Oui. Laissez-moi partir. Oui. Ayez pitié de moi. Oui. Et 5 ans après, il remet ça. On a vraiment, c'est ce qu'on a fait. On est sorti de partout pour lui dire, vous voyez, on attend tous que vous nous conduisiez encore pendant 5 ans vers des destinées meilleures. À 80 ans, on n'a pas l'énergie de 70 ans. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. De 50 ans. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'il ne peut plus faire le boulot. Mais il a formé tellement de gens autour de lui qu'il n'est pas tout seul. Il est accompagné. C'est ça la particularité au RHDP. Pourquoi ne pas mettre ces gens-là qui sont si formés devant? Mais ils le sauront dans 5 ans. Il a dit c'est une transmission, c'est le mandat de la transmission générationnelle. Donc ce n'est pas antinomique. Ça va tout à fait dans le sens de ce qu'il dit. Donc pour vous, c'est normal? Oui, absolument. Ah, d'accord. Ça va faire plaisir aux Camerounais. Je pense que... Mais il y a un écart d'âge quand même. Moi, je pense que Camerounais. si le fait est accompli, que le président Ouattara a fait un 3e mandat, qu'il veut faire un 4e mandat, ce n'est pas aux gens du RHDP seulement de décider. Il faut laisser les autres partis politiques présenter leurs candidats et que le peuple choisisse. Nous ne sommes pas dans un royaume du monsieur. Que les gens choisissent. Elle vous dit, ils ont des problèmes avec la justice. Non, mais écoutez, monsieur Foucault, Ce qui est faux. c'est curieux que si tu n'es pas au RHDP, tu as des problèmes de justice. Ça fait partie de la discipline. Et je pense que les valeurs du PDCI-RDA, il y a la discipline, c'est ce qu'on a transmis dans l'emblème, puisque c'est nous qui avons fait. Revenons On est au tous sujet. PDCI, monsieur. Vous n'avez pas tous de valeurs PDCI. Non, moi, j'ai pas. Revenons au sujet. Allez-y, monsieur. Non, allons-y. Donc nous pensons qu'il faut que On a dit que le président Thiam était binational, il était attaqué par l'article 48, et que dès qu'il s'est décidé de sa nationalité ivoirienne, il est devenu ivoirien. Ça fait 5 mois qu'il a demandé un certificat de nationalité. Ce qu'on gagne en 5 jours, 5 mois, il n'a pas. On a dit, il faut... Pour vous, ça s'explique par quoi? Attendez, je finis. On vous dit, il faut refaire la liste électorale, la révision de la liste. Je suis député à l'Assemblée, plus de 27 milliards ont été votés pour ça. Et donc, on dit, on ne peut pas faire des révisions de la liste en année électorale. Alors donc, près de 2 millions de jeunes qui ont fait leur papier, ils attendent pour être sur la liste électorale. Or, l'élection, c'est 3 choses. Il y a 1, les électeurs. 2, il y a le programme. Et 3, il y a la structure qui gère les élections. Et ces 3 cas-là, il y a toujours des problèmes. Alors, on dit, Thiam, il fallait qu'il soit exclusivement ivoirien. Il est exclusivement ivoirien. On dit, bon, maintenant, à partir de cet instant, il est ivoirien. Donnez-le le certificat de nationalité, ça fait 5 mois. On ne lui donne pas le certificat de nationalité. Donc, voyez-vous que ça, est-ce que vous pouvez justifier cela? Donc, c'est tous ces aspects-là, le cas du président Gbagbo, le cas, etc. Chacun a une plaie sur son dos. Cette plaie-là, qui l'a donnée? C'est ça que nous voulons savoir. Comment on peut l'avoir? Chacun de nous a une plaie. Madame Naïm. Voilà. Oui, moi je voulais redire parce que c'est vraiment... je tiens en l'alternance et en la transmission générationnelle. Je tiens à la parole donnée. J'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Ah, nous sommes le 27 juillet. Toutefois, le devoir peut parfois transcender la parole donnée. Vous parlez en me regardant et vous ne voulez pas que je vous parle. Donc, nous sommes c'est verbalisé. Il s'assoit sur la Constitution, il s'assoit même sur la parole donnée aux Ivoiriens. Ce n'est pas moi qui le dis, je reprends ces mots. Il l'explicite en direct dans une adresse aux Ivoiriens. Oui, je vous ai déjà dit ceci, cela. Oui, j'ai une parole donnée. Mais je peux la changer, toutefois, parfois. Bon. Donc nous sommes... Vous savez que les putschs militaires sont extrêmement problématiques. Les putschs civils, tout autant.
Nous sommes dans une tentative, nous sommes dans un putsch civil depuis le troisième mandat, et nous sommes dans une récidive. C'est pourquoi nous avons formé un front commun. C'est pourquoi toute la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et la marche du 9 était vraiment une amorce de ce que sera ce mouvement puissant, puisque nous tenons à nos institutions. Nous ne pouvons Madame pas... Naël, est-ce que vous voulez dire, parce que, il faut qu'on comprenne, vous voulez dire qu'aujourd'hui le président Alassane Ouattara a peur de candidature de Yen Thiam et de Laurent Gbagbo? Bien sûr. Sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi il les empêche. Cette histoire elle de condamnation. Oui, alors on va le réexpliquer. Il faut le dire, effectivement, tous les Africains doivent connaître ça. Il y a eu une guerre dans notre pays, il y a eu énormément de morts. Même la commission Konambani avait commencé un travail et s'est arrêtée à 30 000 morts. Pas les 3 000 du narratif AFP. Non. Il y a eu beaucoup plus que ça. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup plus que cela. Donc, il y a eu un procès international. Je pense qu'il n'a échappé à personne. Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé à la CPI, qui a duré 8 ans. Public, avec des audiences publiques extraordinairement suivies. Ils ressortent de là non seulement acquittés, mais avec il y a 300 pages de délibérés et d'exposés des motifs de cette décision d'acquittement. Donc je crois que les choses ont été faites de façon tout à fait sérieuse. Et les accusations portaient sur l'ensemble d'événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire depuis les années 2000. Donc vous voyez, le scope était quand même assez large. Il y a eu 89 témoins envoyés par... On ne peut pas revenir sur l'ensemble. Non, mais tout ça pour dire que s'il y avait eu un problème de détournement de fonds à la BCEAO, banque qui elle-même ne s'est jamais plaint d'avoir... La CPI, c'était pas pour ça. Non, alors, ce que je veux vous dire, donc quand on a une organisation judiciaire aussi médiatisée, aussi visible de tous, on ne peut pas, de façon en catimini, en secret, reprendre à son compte dans le pays sur une juridiction qui n'est pas en capacité de juger des actes d'un président de la République, parce que vous savez que notre système judiciaire est organisé quand même. Il y a des juridictions différentes. Donc un président de la République, il n'est pas au tribunal d'instance du coin. Voilà, c'est organisé quand même. Donc cette décision-là n'a aucune valeur juridique. D'ailleurs, elle n'a même pas été signifiée à l'intéressé, la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'appel ni de procès, etc. Il était absent du pays. Il était absent du pays et tout le monde savait où il se trouvait. Donc cette histoire est une vaste blague. D'abord, l'argent il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas d'objet. La casse de la BCEAO. Non, il n'y a pas de... voilà, donc il n'y a pas de plaignant, il n'y a pas d'objet, enfin bon, c'est une vaste blague. Donc, et ça corrobore l'ensemble du scénario. L'objectif, et d'ailleurs, c'est ce qu'a vécu Monsieur Thiam, qui lui-même s'est rendu compte de la réalité. Quand lui-même a été éliminé, il a commencé à comprendre comment on avait éliminé le président du PPACI. Parce qu'en effet, le sujet, c'est d'empêcher les Ivoiriens d'avoir un choix sur leur candidat. Je suis quand même un peu interloqué de comprendre dans le narratif de M. Bredoumi et de Madame que, c'est-à-dire, ils considèrent que la candidature de M. Ouattara égale l'élection de M. Ouattara. Mais c'est le peuple. S'il n'y a pas de candidat en face... Pourquoi il n'y a pas de candidat en face? Pour l'instant, les plus gros ont été éliminés. M. Domelo s'est signalé du côté du PPACI. Bon. M. Jean-Louis Billon... que ce n'est pas le poids, que c'est pas le même poids. M. Jean-Louis Billon s'est signalé du côté du PDCI. Pourquoi ce n'est pas le même poids? Pourquoi c'est les individus toujours et non pas leur parti? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. C'est des individus, hein, c'est le président mais c'est nous qui l'avons choisi et il n'a pas de problème avec la justice. Quand vous parlez de M. Thiam, M. Thiam a fini de démontrer qu'il a renoncé à sa nationalité française. Mais au moment où il va pour s'inscrire sur la liste électorale, elle est close. Mais même en 2025, il peut y avoir une autre révision électorale. Mais pourquoi absolument sur la liste de 2025? Comme si M. Thiam, en dehors de 2025, perdait tous ses moyens et qu'en 2030, il n'y croit pas. Mais il est jeune.
Pourquoi vous avez décidé qu'il sera candidat à la prochaine. Personne n'a décidé. Mais non, mais la lecture, vous ne répondez pas à ma question, madame Touré. Ma question est la suivante. Si je ne peux pas passer l'examen cette année, je peux ma question est la suivante. Je dis, est-ce que ce ne serait pas plus simple dans un pays qui a connu la guerre, qui a connu la trentaine de milliers de morts dont a parlé Mme Mayotte. Il y a même plus que ça. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas plus simple pour tout le monde de dire, OK, le président Alassane Dramane Ouattara est candidat, Laurent Gbagbo est candidat, Tidjane Thiam est candidat, et bien d'autres. Et le peuple ivoirien choisit son candidat en toute sérénité. Je vais vous poser une question, M. Foucault. Bien sûr. Ici, Marine Le Pen n'est plus éligible. Mais pourquoi elle a positionné Bardella plutôt que de demander un dialogue politique où Macron allait lui dire ah bah oui mais toi ou bien je sais pas quoi l'Europe allait lui dire oui mais finalement on s'est entendu il faut quand même que les Africains. Il y a un don c'est exceptionnel. Lancez-vous dans le théâtre franchement. Mais pourquoi? Mais madame, le meilleur acteur en Côte d'Ivoire. Non mais attendez, non. C'est Laurent Gbagbo. Vous me demandez madame. On va pas revenir sur les affaires intérieures françaises. Non, on peut revenir. Madame Le Pen a été jugée et voilà, elle attend le. Non, il y aura un appel. Mais le PPSI a fait appel, même la Cour africaine des droits de l'homme. Mais pas du tout. Mais vous êtes allé à l'ONU, l'ONU vous a dit. Mais absolument pas. On vous parle d'une décision qui est non fondée, non seulement sur le fond, mais également sur la forme, sur la procédure. Non, justement, non. C'est toujours assez passionnant. C'est toujours assez passionnant le débat sur les plateaux ivoiriens et camerounais. Et nul est non avenu. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette marche, qu'il en sorte de cette marche? Merci. Je pense que c'est pourquoi on fait ce débat. Ça n'aurait rien servi si on doit faire ce débat. On fait ce débat pour que on comprenne qu'il y a une majorité qui était jusqu'à présent silencieuse qui dit non. Et que ce qui est en train de se faire ne reflète pas la majorité. Et que de 1995 jusqu'à 2010, il y a eu les mêmes problèmes. Et à un moment donné, entre 2005 et 2010, on a compris qu'il y avait un risque. Et rappelez-vous, le pays était divisé en deux parce qu'ils ont dit on a exclu quelqu'un des choses et nous ne voulons pas que ça revienne. Et qui à l'époque était le président Ouattara actuellement. Oui, mais je pense que moi j'ai été directeur de campagne du président Ouattara en 2015. J'ai été directeur de campagne du président Ouattara en 2010 au deuxième tour. Et je l'ai fait à mes propres moyens. Donc je sais de quoi je parle. Et donc, il est question aujourd'hui d'éviter qu'une personne meure pour des problèmes des élections. La Côte d'Ivoire, les fondamentaux et les signaux sont encore plus graves qu'en 2002. Je peux vous le dire. Ah bon? Ah oui, qu'en 2002. Parce qu'en 2002... déjà, il y a 10 millions de plus. 10 millions de plus. Donc, vous voyez, il y a 10 millions de on est plus nombreux. On est plus nombreux. Et puis aujourd'hui, quand on voit l'environnement régional... Quand on voit... Attendez-moi, madame, s'il vous plaît. Non, c'est juste quand on voit l'environnement régional, quand on voit les choses, c'est comme on est en grande sécheresse où on s'amuse avec le feu. Et c'est ce que nous voulons éviter. Nous voulons dire que laissez le peuple faire son choix. Et pendant tout ce temps-là, le RDR était resté mordicus sur quelqu'un. Ce que le RDR n'a pas fait pour lui, il ne veut pas l'imposer aux autres. C'est ça qui est mon problème. Alors, mais quand on regarde aussi votre camp, le camp de l'opposition, il n'est pas si uniforme que ça, il n'est pas si homogène que ça. Vous n'êtes pas si d'accord que ça, finalement. Non, on est d'accord quand sur on ces regarde, points. Oui, on est vous êtes d'accord sur quel point en réalité? Parce que quand on regarde les différents candidats, c'est pas l'amour fou. Hein? Non, on est d'accord qu'il faut que chaque parti désigne son candidat, ce qui a fait qu'on le laisse faire. On est d'accord sur ça. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs candidats à l'opposition. Pour le moment, il faut qu'on soit inscrit. Même quand tu n'es pas candidat, il faut pouvoir être électeur. Ça, c'est un droit. La deuxième chose, qu'il faut réviser la liste électorale. On l'a fait chaque année. Et comment on peut dire qu'on veut réviser une liste électorale? En année électorale, on le fera après. D'ailleurs, je vous apprends que la CEI vient de convoquer une réunion pour les législatives. Cela veut dire que s'il y a les législatives avant décembre, cela veut dire qu'il n'y aura pas eu de révision de la liste électorale. Cela veut dire que ce qu'on a dit est vrai. Cela veut dire que c'est exprès que ça a été fait. On veut aussi qu'il y ait un dialogue politique pour dire ensemble, faisons en sorte qu'il y ait moins de grabus qu'on a là. Donc on a un certain nombre de solutions sur lesquelles on est d'accord. Ce sont ces 5 points fondamentaux qui ont fait que nous sommes tombés d'accord. Une fois que la liste sera inclusive, que la révision sera faite, qu'on a une CEI consensuelle, qu'on a l'audit de la liste électorale, alors on décidera si pour aller, il faut s'entendre ou non. Alors, si tout ce que vous dites n'est pas fait, s'il n'y a pas
cet audit de la liste électorale, si elle n'est pas révisée, si on n'a pas réintégré les candidats qui ont été exclus, vous allez aux élections ou pas? Je vous dis une chose. Moi, j'ai écouté le discours du président Alassane Ouattara. J'ai vu, les gens parlent de tout son discours. Il y a une phrase qu'il a dit, toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait une élection apaisée. Mais quand on parle d'apaisement, cela veut dire que les résultats du peuple sont pris en compte. Donc j'espère que maître de son calendrier, de son agenda, il fera un geste pour que la Côte d'Ivoire aille en paix. Il ne va pas se mettre sur lui le risque ou bien la charge pour dire que je n'ai pas écouté Israël. Donc je fais confiance au président Ouattara sur ce point-là. Si demain, il n'y a pas cette révision des listes, est-ce que chacun va aller aux élections? Est-ce qu'il y a un risque que l'opposition, pour une fois, soit d'accord et n'aille pas aux élections? On n'en est pas là du tout. Et je crois que, d'ailleurs, encore une fois, il faut revenir sur le décor qui a été planté par le président de la République. Lui-même dit que, en quelque sorte, il faut faire attention, sa parole donnée peut varier en fonction des événements. C'est lui-même qui le dit, c'est pas moi. Donc nous allons faire ces événements, nous allons faire émerger la volonté profonde du pays et des Ivoiriens, effectivement, qui réclament de véritables élections. Et donc c'est ça le travail de l'opposition. Mais nous faisons des marches, nous faisons de la pédagogie et nous voulons démontrer nous voulons démontrer qu'il y a une majorité dans ce pays qui veut effectivement des élections libres, transparentes et apaisées. Et je pense que là, puisque c'est le président qui présente les choses comme ça, que lui-même peut avoir une parole, la changer, etc. Non, c'est pas l'interprétation, je reprends sa phrase. Toutefois, le devoir peut transcender la parole donnée de bonne foi. Donc on peut dire des choses... Alors, vous l'appliquez à quelle situation, ça? C'est à la libre... visiblement, c'est à l'arbitraire du président. Revenons à la chose, parce que tous vous aimez ce pays. Et nous aimons tous nos pays, on a envie de paix. Je veux dire, on peut s'exciter, s'énerver, s'emballer. Personne n'a envie que l'on retombe dans les travers que nous avons connus dans les années précédentes. Madame Touré, aujourd'hui, est-ce que pour vous, il serait bien quand même qu'on fasse baisser la température parce qu'on a vraiment la fièvre à 40 là et qu'on se dise, on va faire participer tout le monde à la fin de la journée? Mais tout le monde peut participer aux élections en Côte d'Ivoire. Le PDCI n'est pas interdit de participer à l'élection. Le PPACI non plus. Est-ce qu'on va mettre dans la même balance la paix de tout un peuple dépendant de deux individus? Fut-il de poids? Est-ce qu'on va faire ça? La Côte d'Ivoire, on parle d'élections, mais ce sont les Ivoiriens qui déterminent qui va les conduire. Allons aux élections, on parle de liste électorale. Mais monsieur, la liste électorale, c'est la CEI qui l'a fait. C'est la commission électorale indépendante qui l'a fait, selon des critères bien définis. Moi-même, j'ai participé à la révision de la liste électorale ici. Le problème de ces deux partis, c'est que quand il s'est agi de mobiliser leurs militants pour aller s'inscrire sur la liste électorale, ils leur ont dit n'y allez pas. N'y allez pas, comme ça il n'y aura pas d'élection. Ils se sont même organisés pour casser les dispositifs installés à cet effet. Aujourd'hui, ils sont déficients. Ils ne sont pas assez... Dom Melo a dit que le PPACI ne peut se réclamer que de 600 000 électeurs sur cette liste électorale-là. Vous croyez que ça arrange le PPACI d'aller à cette élection-là? Alors, ils font feu de tout bois, il se trouve des obstacles partout. Mais est-ce que dans un parti politique, vous nous le disiez, M. Alassane Ouattara n'est pas le seul à pouvoir mener notre parti, mais nous l'avons choisi, il est candidat. Voilà. Il n'a pas de problème. Voilà. Il n'a aucun problème avec la liste électorale. Et le PDCI a choisi son candidat. Et le PDCI a choisi son candidat. Son candidat ne s'est pas inscrit sur la liste électorale. Donc, il ne peut pas être éligible. Vous l'avez éliminé. Il était sur la liste électorale. Mais est-ce qu'il pouvait être éligible? Il était sur la liste électorale avec sa double nationalité, alors qu'il se prétend
Mais M. Patrick Achi n'était pas sur la liste avec le double nationalité. M. Patrick Achi est candidat à l'élection. Non, mais il est. Comment il peut être sur la liste électorale? Est-ce qu'il peut pas être sur la liste électorale en étant un double nationalité? Mais il était. Non, vous n'avez dit. Mais personne ne lui a fait de problème. Non. Sauf quand il s'est déclaré candidat à la présidentielle. À ce moment-là, il aurait dû se débarrasser de ça. Non, attendez, madame, alors vous dites que. On est tous ivoiriens, on a suivi tout ça. On sort de la liste électorale de quelqu'un en 2022 parce qu'il était. Pourquoi 2022? Non, il était en 2022. Mais qui lui a fait un problème? Mais pourquoi on dit que vous dites qu'il était sur la liste, il ne devait pas y être? Mais je vous parle de 2025. Oui, mais 2025, si on a. C'est quelqu'un qui est inscrit sur la liste électorale avec les mêmes documents et qui n'a pas été dévié de cela. Voilà. De la marche de l'opposition. C'est un modèle de démocratie. Cette marche-là, il y a eu l'opposition rassemblée à marcher. Mais vraiment, ils étaient en nombre, ils ont été encadrés par une police régalienne, civilisée, tout s'est bien passé. Et pourtant, on n'a pas manqué d'entendre des noms d'oiseaux à l'endroit du président. Oui, mais dans le même temps, madame Touré, parce que c'était la fin. On arrive presque au terme de l'émission, s'il vous plaît. C'est qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées. Oui, mais monsieur, il y a des personnes qui ont été arrêtées. Il faut rappeler au PPACI, Madame Pascal Zaoli qui était le FPI, qu'en 2004, quand le RDA projette une marche de protestation, 200 morts, avant même que ne soit sorti. On a étouffé la marche dans l'œuf, 200 morts à la clé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on sait où de démocratie qui viennent nous opposer aujourd'hui? Nous sommes en 2025. Madame Pascal Zaoli, députée suppléante de Yopougon, a été enlevée chez elle le dimanche 3 août à 5h du matin par une milice encagoulée devant sa famille. Elle est restée 6 jours au secret. Personne ne savait où elle se trouvait. Donc sans contact avec sa famille, sans contact avec les avocats, au secret. Voilà, pendant 6 jours. Et d'ailleurs, elle était au secret, une députée suppléante, au moment, le 6 août, où monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, fait son speech sur la paix, l'apaisement, la démocratie et tutti quanti. Donc, c'est une véritable farce. Mais sachez que tout ça n'est pas passé inaperçu, puisque nous rendrons visible et nous faisons un gros effort de visibilité sur l'ensemble des vraiment des enlèvements extra. Bon, alors non, malheureusement nous arrivons au terme de cette émission parce que le temps n'est pas extensible. Mesdames, s'il vous plaît. Un ancien ministre de la Défense qui est auditionné pendant 72 heures, sans avocat, sur lequel on l'a... Oui, absolument. Alors nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Mesdames, s'il vous plaît. Mesdames, s'il vous plaît. Absolument pas. Restons courtois, s'il vous plaît. Nous arrivons au terme de cette émission. C'est toujours très passionné avec les Ivoiriens quand on les met sur un plateau, comme les Camerounais d'ailleurs. Merci d'avoir accepté en tout cas de venir en débattre ici. Bon courage. Et puis on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de mort cette année dans ces élections. Mais s'il y a un mort, il faudra le leur bon amputer. Courage à vous. Et puis, nous, on n'a aucune raison merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Merci mesdames. Merci monsieur d'avoir accepté de venir discuter sur notre plateau parisien. On aimerait bien organiser un tel débat pour un autre pays où les élections s'annoncent dans les mêmes conditions, dans le même climat, avec un président quasi invisible aux affaires depuis 43 ans qui brigue un nouveau mandat à l'âge de 93 ans. Un scrutin sur fond aussi d'exclusion du principal leader de l'opposition. Une opposition au moins aussi divisée que celle de Côte d'Ivoire. Que Dieu protège ces deux pays pour que tout se passe sans heurts. À se demander l'utilité et le bien fondé de toutes ces élections et tous ces scrutins où les vainqueurs sont très souvent connus à l'avance et avec la seule inconnue étant surtout le nombre de victimes et d'arrestations.